Bonjour et puis merci à tous d'être là. Pour nous, c'est un peu une première, donc il faudra que vous soyez indulgents. On va essayer d'articuler et de parler pas trop vite pour que vous puissiez bien nous suivre. Et à côté de ça, on a une petite diaporama pour certains points qui permettront, pour ceux pour qui je parle trop vite, de pouvoir un peu visualiser ce qu'on vous dit. Voilà. Alors, tout d'abord, la question c'est, pourquoi on a choisi ce titre? Pourquoi parler de booster son revenu sans foncier? Eh bien, souvent, on a des porteurs de projets, des gens qui veulent s'installer avec les parents, sans les parents et qui nous disent: «Je peux pas parce que, il y a pas assez de place sur la ferme, il y a pas de place pour moi». Ou alors ce sont des néo-ruraux qui viennent et qui nous disent: je n'ai pas de revenus suffisants, je n'ai pas de foncier, alors que je voudrais bien m'installer en Haute-Marne et aidez-moi à trouver du foncier. Et puis, des fois aussi, c'est parce que dans la ferme, il y a un salarié ou qu'on veut trouver un salarié, mais en même temps, ça permet d'avoir un petit peu d'air à des moments de l'année, mais le revenu global de la ferme n'est pas forcément suffisant pour pouvoir avoir ce salarié. Donc, nous, on est là pour essayer d'accompagner des démarches d'agriculteurs qui vont essayer de solutionner ce problème de trouver du revenu alors qu'on ne va pas trouver du foncier. Donc, la première idée, c'est bien sûr de dire, je vais faire une production qui ne nécessite pas de sol, pas de fond, donc, ou alors qui va dégager une grosse valeur ajoutée à l'hectare. Comme ça, je peux vivre avec 3 hectares et j'ai pas besoin, chez nous en Haute-Marne, aujourd'hui, on va dire de 200 hectares de colza blé orge pour pouvoir m'en sortir. Et avec 5 hectares de maraîchage, j'y arriverai. Ou alors avec 400 ruches, j'y arriverai. Ou alors avec 60 chèvres, j'y arriverai. Donc là, on va être sur des productions qui vont permettre de dégager beaucoup de valeur ajoutée sur 1 hectare. Voilà. Et puis, autre alternative, ça va être, d'essayer de vendre mieux, de gagner ce qu'on appelle de la valeur ajoutée sur le produit en le transformant, en adhérant à une démarche qualité, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il faut que cette démarche qualité existe sur les territoires et qu'on puisse l'intégrer, en pratiquant de la vente directe, parce qu'on va toujours vous dire, si on vend en direct, on garde la marge pour soi, mais qui dit marge dit travail pour créer cette marge et donc c'est un calcul à faire de voir si c'est effectivement le bon plan. On peut, pour gagner du temps aussi, passer par des collectifs d'agriculteurs, voilà. Ou alors, de plus en plus, on réfléchit à voir comment on peut organiser des filières avec d'autres agriculteurs pour essayer de marger sur sa production et de dégager ainsi davantage de revenus. Et puis enfin, une autre alternative, pas forcément très prisée chez nous, mais néanmoins qui présente des opportunités, c'est de valoriser son cadre de vie et de valoriser ses talents. Autrement dit, faire de l'accueil à la ferme. Et on pense souvent, quand on dit accueil, restauration, hébergement, mais il faut savoir aussi qu'une bonne partie des loisirs sont consommés par de la population locale et que du coup, de pouvoir partager des savoir-faire à la ferme à travers des fermes pédagogiques ou à travers des fermes de découverte peut présenter aussi un intérêt et peut présenter un complément de revenu qui n'est pas forcément inintéressant. Donc voilà toutes les alternatives qui peuvent exister. Donc certaines seront approfondies par les témoins et voilà. Donc par contre, avant de s'engager dans ces alternatives-là, il faut pouvoir quand même savoir qu'il y a un minimum de préalables à vérifier et à acquérir. Alors d'abord, il faut déjà s'assurer qu'on va pouvoir faire ce job-là. Est-ce qu'on a le savoir-faire? Et si on ne l'a pas, il y a des solutions pour l'acquérir. Bien sûr, on peut aller en formation, formation longue, formation courte. On peut aussi se faire parrainer parce qu'il y a des agriculteurs qui sont prêts à en accueillir d'autres et à leur montrer comment ça se passe. On peut s'engager dans une démarche de développement progressif de son projet, ce qui permet de se tester et de tester ses savoir-faire. Alors, il y a des démarches de type espace test, mais on a aussi tout ce qui est installation progressive, installation en tant que cotisant solidaire, qui peut permettre de commencer une activité, de s'assurer qu'elle nous convient, qu'on la maîtrise, qu'il y a un débouché et qu'ensuite on va donc pouvoir s'installer en la développement. Et puis, on peut aussi construire des partenariats avec d'autres, c'est-à-dire confier des tâches qu'on n'a pas envie de faire ou des tâches sur lesquelles on se sent incompétent à d'autres, ou alors on peut encore aller vers le salariat.
Alors bien sûr, qui dit salariat dit, dégager encore plus de revenus pour pouvoir payer ce salarié en plus de soi-même. Autre point important, c'est pouvoir investir. Alors, pour pouvoir investir, eh bien, il faut faire un plan, de développement économique, pour, ben, évaluer son besoin d'investissement et voir si on pourra effectivement faire face à ses emprunts et pour aller lever, s'il y en a, des aides, des subventions. Donc des subventions qui existent auprès de la région, auprès des conseils départementaux dans certains cas, auprès de programmes leaders. Donc, on est là au niveau de la chambre d'agriculture pour vous aider à les identifier et pour ensuite établir, les business plans qui vont permettre de lever à la fois des aides et à la fois, des prêts s'il y a besoin de prêts. Le job, c'est aussi peut-être de dire, avec le temps que vous avez disponible, avec le chiffre d'affaires que vous visez, avec la marge que vous allez pouvoir dégager, eh bien, il va surtout pas falloir vous engager sur un montant d'investissement qui n'est pas du tout raisonnable. Et on peut aussi vous aider à établir un plafond d'investissement possible et ensuite trouver des solutions qui vont vous permettre de limiter cet investissement, toujours à travers possiblement de la sous-traitance ou des partenariats. Alors, avant de partir, il y a aussi un préalable, c'est s'assurer qu'on a des débouchés. Alors, c'est vrai qu'il y a le plan qui est je vais faire ça parce que personne ne le fait. Alors nous, quand on nous dit ça, on dit toujours: «Ouais, eh ben, est-ce que vous êtes posé la question aussi de savoir pourquoi personne ne le fait?» Peut-être que c'est super désagréable à faire ou peut-être que c'est juste parce que ça ne se vend pas. Donc il est important, de vérifier, qu'il y a bien un débouché au prix auquel il va falloir qu'on vende pour pouvoir se rémunérer. Donc au niveau des chambres d'agriculture, on est aussi là, pour aider dans ces démarches, d'approche, d'études de marché, grosso modo. Et puis, bien sûr, à la base, j'aurais dû commencer par là, c'est avoir l'envie de faire parce que, comme on dit, là, c'est pas un job, qu'on va s'arrêter de faire, du jour au lendemain parce qu'on en a marre. Il y a de l'investissement derrière et donc, il faut être sûr avant de démarrer qu'on ne s'est pas fait une fausse idée du métier et qu'on va se perdre dans ce métier-là, je le disais tout à l'heure, en passant peut-être par des parrainages. Donc ça, c'est pour les préalables. Ensuite, on a, j'ai tout dit, oui. On va passer au témoignage. Donc on a demandé à 3 personnes, 4 personnes, de venir, nous parler de leur retour d'expérience. Tout d'abord Clarisse Simon qui est avec, notre collègue Laura, qui est au service entreprise des chambres d'agriculture, qui s'est installée, il n'y a pas très longtemps, en alliant sa passion et la sécurité, d'un revenu agricole autre que celui que lui assure sa passion. On a Yannick qui est à côté d'Aurélie. Aurélie, c'est aussi une de nos collègues qui s'occupe en Haute-Marne de tout ce qui est diversification des productions et qui fait aussi du conseil d'entreprise. Et Yannick, lui, il a choisi de transformer du lait bio quand il est passé au bio. Et pour lui, avant tout, c'est la qualité gustative, mais aussi la qualité sanitaire des produits. Tout ça pour garder des clients qui sont toujours exigeants et surtout qu'il ne faut pas rendre malade. Et puis, il y a Philippe. Philippe qui, lui, joue la carte de la complémentarité. C'est moi qui vais l'interviewer. Et qui est en bio aussi et qui a dit, on me demande du tourteau, je vais aussi faire de l'huile, il faudra que je la vende bien. Et puis, si je vends de l'huile, autant vendre de la farine. Et puis, on a Samuel, son fils, qui, lui, pour s'installer, a décidé d'adhérer à une démarche de développement de filière locale. Voilà pour les témoignages. Comment on procède? Je donne directement la parole ou est-ce qu'il y a quelques questions dans le public, quelques levées de main? Non, alors on va directement au témoignage. Laura et Clarisse, je vous laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Excuse-moi Laura, veux-tu que j'enlève le partage? Parce que je ne sais pas si vous voyez les autres personnes en fait, quand il y a le partage. Oui. Qu'est-ce que tu préfères? Enlève-le Aurélie, on n'en a plus besoin. Ouais, c'est ce que je voulais m'en assurer. Merci. Parfait. Comme ça, vous voyez mieux. Merci. Donc du coup, moi je suis avec Clarisse aujourd'hui. Donc Clarisse qu'on a installée cette année, je sais même plus cette année. Hein. Ouais, voilà. Donc, je vous propose de vous présenter déjà Clarisse si vous voulez. Alors donc moi à la base j'étais couturière depuis une quinzaine d'années à mon compte.
En 2021, je me suis installée en activité secondaire en culture de plantes aromatiques et médicinales. Alors, c'était au début plus pour une passion. Et puis, donc, c'était vraiment une toute petite activité en plus de la couture. Et depuis le mois de mars de cette année, j'ai repris une partie des vignes de ma mère à côté de Bar-sur-Seine. Donc tout ça, le projet, c'est imbriqué l'un dans l'autre. J'ai fait quelques années en culture de plantes aromatiques en activité secondaire, donc en cotisant de solidarité, pour voir si ça fonctionnait, pouvoir me lancer tranquillement. Et puis, dans le but de reprendre les vignes après, ça me fait un petit complément des vignes. Les vignes, j'ai pas une grosse surface, donc les deux ensemble, c'est totalement gérable au niveau temps de travail. Et puis voilà, je sais pas. Au niveau de la, du coup, si on revient un petit coup sur les PPAM, donc c'est votre passion, mais voilà, qu'est-ce que vous aimez vraiment là-dedans, puis comment vous commercialisez aujourd'hui? Alors, en fait, c'est devenu une passion parce que en 2018, j'ai été diagnostiquée de la fibromyalgie, qui est une maladie où il n'y a pas de traitement. Donc, j'ai commencé à chercher des solutions par les plantes pour me sentir mieux. C'est là que j'ai commencé à aimer ça et je me suis dit que pourquoi pas en faire un métier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester vraiment dans l'artisanat. C'est pas des très grosses cultures. Je fais tout à la main enfin, j'ai pas des très très grosses surfaces. Je fais tout moi-même. Je plante, je cultive, je cueille, je sèche sur place et je fais des tisanes et des sels aromatisés. Je transforme tout sur place. Et après, je vends sur des marchés de producteurs. Jusque-là, ça suffisait pour vendre ma petite production. Là, j'ai un petit peu augmenté la production. Donc, je vends dans quelques magasins de producteurs locaux. Depuis cette année, je vends également à mon mari qui a ouvert une distillerie. Donc, il fait du gin et du pastis. Il a besoin de plantes. Donc, je vends une partie des plantes. Donc, on reste vraiment dans du super local puisqu'on est dans le même village. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Et puis, là, cette année, je vends aussi à une entreprise qui achète des produits locaux pour les revendre dans les supermarchés. Donc là, j'ai fait le test cette année. J'ai vendu une petite partie de ma production et puis dans le but l'année prochaine d'augmenter la production pour pouvoir fournir plus de magasins. Okay. Et du coup, tout ça, ça doit vous prendre un peu de temps quand même. Comment vous conciliez les deux activités? Vous n'avez pas peur de délaisser une à cause de l'autre? Alors là, depuis le mois de mars, j'ai arrêté complètement la couture parce que ça devenait compliqué de tout gérer. J'avais des horaires de magasin, donc c'était impossible de gérer. Donc j'ai arrêté. Et en plus, à côté, je suis en formation. Je fais un BPREA viticulture en 3 ans pour pouvoir avoir le temps de travailler à côté. Donc l'année dernière, ça a été compliqué, c'était très chargé. Là, cette année, ça va être la formation, c'est un peu plus light. Donc j'ai un peu plus de temps. Les plantes et les vignes, ça se cumule pas trop mal. Il y a des périodes un petit peu plus chargées que d'autres. Par exemple, mai-juin, où je suis dans la cueillette, c'est vraiment la période de la cueillette. Et dans les vignes, il y a un peu plus de travail, il y a le palissage à faire en même temps. Il y a un peu cette période-là qui est difficile. Le reste du temps, comme je n'ai pas une grosse surface de vigne, j'arrive à faire les travaux, à faire les deux en même temps. Ça se passe plutôt pas mal. Et j'avais eu le temps
depuis 2021 de bien me roder sur l'organisation pour les plantes. En parallèle, j'aidais déjà ma mère dans les vignes, donc j'ai vu le temps que ça prenait. Je suis plutôt bien organisée pour les vignes aussi, donc l'accord des deux se fait plutôt bien. Tant mieux quand ça se passe comme ça. Et du coup, comment vous diriez qu'il y a un atelier qui vient sécuriser l'autre un petit peu Alors, aujourd'hui? dans le projet, depuis très longtemps, je savais que j'allais reprendre les vignes et c'est aussi pour ça que j'ai fait les plantes, parce que je savais que les plantes tout seul suffiraient pas. Donc, comme j'allais avoir les vignes, je savais que ça allait compléter. Les plantes, c'est un petit complément de revenus pour les vignes. Dans l'autre sens, ça aurait pas été possible. Enfin, les plantes tout seul, c'est pas. Il faut vraiment produire énormément pour en vivre. Donc, ça aurait pas été possible les plantes tout seul. Vous pourriez nous dire les plantes aujourd'hui sur quelle surface à peu près vous êtes installé? Là, j'ai un peu augmenté. Je vais encore augmenter l'année prochaine. Donc, j'ai un terrain qui fait 3000 mètres carrés, mais je cultive en réel, vraiment juste en comptant les lignes de culture, j'ai 300, 400 mètres carrés, quoi. Ok, Là, je vais augmenter certainement à 400 mètres carrés. ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Clarisse. Je ne sais pas s'il y a des questions un petit peu pour vous. S'il n'y a pas de 5 minutes, moi. questions, on va Bien sûr. passer à Yannick, accompagné d'Aurélie. Voilà, Vous je sais pas, êtes des prêts? fois il disparaît à cause du fond d'écran, mais ne vous inquiétez pas, Oui, on oui, est oui. là. Non, mais il disparaît pas complètement. On le voit quand même. Donc voilà, moi c'est Aurélie, je travaille à la Chambre d'agriculture, donc j'interviewe Yannick Labreveux. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, ta ferme, ce que tu fais pour Du les coup, gens connaissent. bonjour. Ferme polyculture élevage, bio à 100%. On est passé en bio en 2018, je me suis installé en 2007. Suite à la conversion, j'avais un projet de diversification pour le lait. Pourquoi une diversification? Le prix du lait n'était pas là, donc forcément, quand ça paye, on se pose moins de questions, mais quand il y a un manque à gagner, on cherche à se développer. J'avais pour but de pérenniser l'exploitation, qui est une exploitation de 150 hectares. Le lait, pour moi, c'est le nerf de la guerre sur mon exploit. Je suis pas passionné de céréales, donc du coup, ma passion des vaches laitières a fait que à un tarif très bas du lait, il fallait que je développe une autre activité. Et, euh, et voilà, c'était donc le bio parce que j'ai jamais fait de produits phyto de ma vie, que j'ai des problèmes de santé comme la fibromyalgie, par exemple. Donc, comme quoi. Mais donc du coup, je pensais déjà à ma propre santé et puis ensuite, forcément, environnement, tout ce qui suit, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, le fait de transformer, c'était un côté plutôt valorisation, meilleure valorisation du produit. Et il y a d'autres choses qu'on fait que, enfin il y a d'autres opportunités qu'on fait que tu t'es lancé dans la transformation. J'ai rencontré une fromagère de métier qui voulait créer une activité sur une ferme, donc du coup ça a été le créneau. J'ai lancé avec elle et ensuite donc le côté humain a foiré parce qu'on n'était pas forcément compatibles. Mais du coup j'ai rebondi moi en formant. J'ai été formé à des formations chambre et puis on est suivi aussi par un organisme privé qui fait des formations sur place. Et du coup, après, en fait, je me suis retrouvé dans le bain un petit peu par obligation sur le début. Et puis, j'ai appris à développer l'activité directement sur place, quoi, sur le tas. Mm. Et donc du coup, aujourd'hui, tu peux peut-être nous dire à qui est-ce que tu vends tes produits? Du coup, on cherche à faire un minimum de volume sur des produits laitiers. On travaille sur des DLC assez courtes. Donc, du coup, il faut qu'on ait un débit assez important. Pour ça, on travaille sur des volumes assez intéressants avec les collectivités, écoles de gendarmerie, des collèges, des lycées. Qui font du régulier. Chaque semaine, on livre sur un secteur, en début de semaine, en fin de semaine sur un autre secteur, on couvre toute la Haute-Marne et puis un peu l'Aube.
Et du coup, ça nous permet d'avoir des DLC assez longues au magasin à la ferme, puisqu'on a un petit magasin à la ferme, où on fait tous nos produits, plus des produits de revente type Comté, Morbier, Chevillon. Voilà. Et du coup, c'est la répartition entre ce que tu disais donc sur la collectivité et ce que tu vends au magasin, c'est comment? On, Grosso modo, 95% en collectivité, 5% en magasin. Après, je suis dans un petit village de 70 habitants, perdu au milieu de la campagne. Dès le départ, je m'étais dit que c'est soit on arrivait à emmener le produit, à emmener le produit chez les clients, ou soit ça ne fonctionnerait pas. Clairement, si je m'étais focalisé sur la vente locale exclusivement, je pense qu'on serait déjà plus présent à cette Mm. heure-ci, quoi. Mm. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça engendre comme contrainte, le fait de vendre comme ça des volumes à la collectivité? Qu'est-ce que ça t'a amené comme, on va dire, exigence plutôt? Du coup, obligation de rigueur, visite de ferme et de fromagerie qui permettent d'inciter les clients à travailler en local. Rien que de voir les outils de fabrication, ça les motive. Sauf si jamais les outils de fabrication sont pas faits pour être motivants. Donc, il faut pas hésiter à être clean, nettoyage systématique, irréprochable. Euh, Ensuite, ça impose l'agrément sanitaire, soit une dérogation pour le démarrage, mais ensuite obligation d'agrément sanitaire, surtout pour des cuisines centrales qui ont obligation de travailler en agrément. Et puis, du coup, bah, ouais, une rigueur, c'est une obligation. Mm. Donc, du coup, pour l'agrément, là, c'est en cours. Du coup, c'est en Voilà. cours, c'est bien C'est marqué, bientôt, voilà. C'est bientôt déposé. Tu as fait ça avec moi, du coup. c'est ça. On essaye, en tout cas. Enfin, voilà, enfin, par rapport à ça, est-ce que je sais pas, tu aurais des conseils à donner aux gens qui veulent faire de la transfo? Là, tu dis oui, il faut être clean, mais en même temps, Ah, je ferais enfin, couler voilà. les critiques sur toi, moi. Ah bah non, 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 du coup, du coup, pour l'agrément, bah, c'est très compliqué à le monter soi-même parce qu'on est forcément dans le développement de l'activité. Moi, ça fait 5 ans que je développe l'activité et ça s'arrête pas, donc tant mieux, heureusement. Je suis en permanence en train de recruter parce que le problème, c'est qu'on n'a personne de formé dans le secteur, donc certaines personnes y croient. Et puis, une fois sur le tas, bah, se rendre compte que c'est pas forcément une activité qu'ils veulent faire trop longtemps. On cherche aussi forcément, à force de développer, on cherche toujours des mi-temps ou des trois quarts temps au démarrage. Et souvent, les gens cherchent du plein temps, donc ça bouge aussi à cause de ça. Donc, il faut pas hésiter à se faire aider. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, la Chambre Mm, d'agriculture m'a vraiment rendu ce service mm. parce que j'aurais pas réussi à monter le dossier sinon. Donc, Aurélie a été très patiente aussi parce que j'ai pris beaucoup de temps pour le monter, mais ce coup-ci, on arrive au bout. Il faut avoir les infos, mais après, on n'a pas besoin de remplir les cases. Donc, c'est la chambre qui l'a fait. Voilà. Bon, voilà, merci. Voilà, écoute, après, d'un point de vue, enfin, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à enfin voilà, comment, l'historique du développement de ton atelier, s'il y a des choses que tu veux partager à des gens qui éventuellement se posent la question de faire de la transformation à la ferme, spécial. Non, moi, je vois pas trop Ok. pour complémenter. Il faut juste se rendre compte. Enfin, j'ai vu quand même pas mal de structures autour de moi qui se sont lancées avec des volumes assez faibles, et on se rend compte que l'activité, les 50 000 premiers litres sont les plus compliqués à fabriquer, mais qu'après 10 ou 20 000 de plus, c'est plus un problème, mais ça permet de dégager du revenu. Si on s'arrête sur un faible volume, on peut pas. Il y a trop d'heures de travail, trop d'heures de ménage. Et si on fait du ménage pour transformer de 20 000 litres ou qu'on en fasse pour transformer 70, 100 000 litres, c'est quasi la même rigueur. Donc, il faut pas hésiter à viser quand même quelque chose d'assez intéressant pour pouvoir se dégager quand même un revenu suffisant. Voilà. Ok, merci.
Il y a une main là, mais c'est Gracienne, alors je sais pas qu'est-ce qu'elle va poser comme Oui, parce question. que moi, je voulais revenir justement sur C'est le pas à choix toi. Oui. commercial de Yannick à l'époque. Il n'a pas eu froid aux yeux dans les investissements parce que effectivement, d'emblée, il a décidé qu'il irait aussi à la Restocco et donc qu'il aurait un matériel performant, voilà, pour bien maîtriser la qualité. Et aussi parce que, ben, étant engagé en bio, c'est vrai qu'avec l'opportunité de l'obligation des établissements publics à acheter des produits de qualité, ça lui donnait un atout. Et parce que à côté de chez lui, ben, il y avait d'autres personnes qui transformaient déjà du lait et qui n'étaient pas forcément équipées, n'avaient pas forcément les agréments sanitaires pour aller sur la restauration collective. Et le souhait, c'était de travailler plutôt en complémentarité des ateliers existants qu'en concurrence de cela. Donc nous, au niveau de la Chambre d'agriculture, notre politique, elle n'est pas non plus d'aller installer des gens pour qu'ils aillent faire tomber le voisin, mais bien d'essayer de trouver des complémentarités entre les ateliers, d'où l'importance aussi des études de marché en proximité qui permettent de savoir quels sont déjà les positionnements, les difficultés des uns des autres à commercialiser localement et pouvoir conseiller sur les orientations stratégiques parce que les choix de commercialisation vont aussi influencer les choix d'investissement. On ne s'équipe pas de la même manière si on veut faire de la vente directe ou si on veut vendre à un intermédiaire. Quand on va faire de la vente directe, il faut faire souvent une gamme très complète de produits, ce qui oblige à avoir une multitude de matériel, une organisation du travail très différente, alors que quand on va cibler un débouché un peu spécialisé, on peut peut-être se limiter dans sa gamme et être pour le coup assez efficace, mais forcément, ce n'est pas le même type de relation humaine non plus. Voilà, c'est important de aussi travailler ce sujet-là dès le départ. Mm. Ok. Il n'y a pas D'autres de questions ou questions. remarques? Tu ne veux pas rebondir, Yannick, sur ce que j'ai dit? Non, c'est vrai, c'est exactement ça. Après, c'est vrai que moi, je me focalise toujours sur un volume, mais ça dépend aussi de dans quelle zone on est actif, hein. Mm. Moi, c'est vraiment parce que je suis en pleine campagne et que j'avais pas le choix. Mais en effet, en pleine ville, je me serais peut-être plus penché ou proche d'une ville, par exemple Troyes pour chez nous, je me serais penché beaucoup plus sur la vente directe, Voilà, parce que par qui exemple, m'aurait permis de dis-nous un ordre de travailler peut-être grandeur, moins de mais volume. pour faire des yaourts de façon automatisée, c'est combien le chèque? Rien que la conditionneuse, c'est 47 000 euros à l'époque, donc je pense plutôt 55 ou Mm. 60 000 maintenant. Euh, Parce que ça nous demande quand même 6 heures de préparation. Enfin, on travaille 6 heures pour 2700 yaourts. Donc, en faisant à peu près 8 000 par semaine, bah, vous calculez, il y a déjà deux matinées et demie, et sans compter la fabrication. Donc, Mais il faut ça, sinon si ça on n'est fait pas cher. équipé, Voilà. Mais il faut aussi amortir la machine sur un certain nombre de yaourts. Donc, du coup, tout à voilà, fait. une machine Après, à 55 voilà. 000, il faut sortir au moins c'est 5 à 10 000 yaourts par semaine, quoi. On ne va pas s'amuser à faire 1 000 yaourts semaine avec un outil pareil. Tout à fait, moi j'avais fait l'étude, il fallait qu'il y ait 50, il y a, ouais, 5 000 yaourts par semaine, minimum, avant de commencer à gagner sa vie correctement. Et un pasteurisateur, c'est 40 000 euros. Enfin, on sort 150 000 euros, on n'a pas de bâtiment encore. Donc c'est vrai qu'il faut un minimum de volume, ou sinon on peut travailler sur des beaucoup plus petits volumes pour faire du local, mais avec des tarifs beaucoup plus élevés. Donc il faut trouver des débouchés en circuit court Mm. ou des magasins locaux. Alors après, ça, c'est un autre sujet. Il faut être capable de trouver des magasins où il y a de grosses débouchés. C'est toujours délicat de livrer 12 yaourts. Voilà, C'est donc ça on le est problème. J'ai sur des clients comme ça. ouais, Mm. des stratégies commerciales et du coup des stratégies d'entreprise qui vont être très différentes et il faut aussi pouvoir analyser le pour et le contre des différentes options dès le démarrage du projet parce que des fois c'est un peu compliqué de revenir en arrière si on s'est trompé. En fonction du territoire où on est. Voilà, Voilà. tout à fait. C'est ça qu'il faut retenir, Mm. je pense, du moins. Et de sa personnalité parce que voilà, il y a des gens qui voudront à Mm. tout prix être en contact direct avec le client et d'autres qui n'ont pas du tout envie de passer du temps à trimballer des caisses, à déballer sur des marchés. Voilà, il y a de tout. C'est ce qui fait aussi qu'il y a des opportunités un peu pour tout le monde. Mais voilà, c'est aussi le point négatif chez moi, c'est que je suis pas prêt à aller faire les marchés. Donc,
il fallait que je trouve des volumes hors marché. Du coup, Ok. on va passer au témoignage suivant. Philippe, tu es toujours parmi nous? Oui, oui, c'est bon. Oui, Vous oui, oui, m'entendez? oui. Voilà. Donc, Philippe, alors on va dire qu'on l'a fait exprès, hein, encore quelqu'un en bio. C'est le deuxième. Tout le monde ne peut pas Voilà. être parfait. Voilà. Donc, on était parti sur de la vente directe. Là, on va arriver sur une autre manière de voir les choses. Philippe, je te connais depuis longtemps. Tu es en bio depuis 2015, je crois. Et il y a longtemps que tu cherchais des idées pour développer de l'emploi chez toi, dans ton village, au bout de la Haute-Marne, entre Haute-Marne et Vosges. Voilà. Tu avais envie de valoriser tes productions. Mais pas forcément de faire de la vente directe. Du coup, explique-nous un petit peu ce que tu fais aujourd'hui et comment c'est arrivé. Alors, oui, donc, bon, alors, à l'origine, c'est une ferme polyculture élevage. On faisait du lait jusqu'en 2014. On a passé en bio en 2015. Moi, je me suis installé sur un GAEC à 6 personnes, donc on était l'habitude d'avoir du monde sur la ferme. Et puis, on est passé dans une période où on n'était plus que moi, mon épouse, un salarié. Et aujourd'hui, on est à nouveau 7. Donc, voilà. Donc, on a reformé les troupes. Et, et en fait, c'est le passage au bio, c'est plutôt bien passé parce qu'on était plutôt dans une euphorie du bio, dans la bonne période où tout marchait bien. Et quand il y a eu la crise du bio et puis en plus la guerre en Ukraine, on a eu plusieurs soubresauts où ce qu'on produisait, c'était plus spécialement vendable. Donc, c'était pas contractualisé. Ça marchait tellement bien qu'il n'y a pas de contrat. Et en fait, on a eu l'idée de dire, il faut quand même qu'on prenne en charge nos productions et qu'on essaye de les transformer. Alors, entre dire ça et puis le faire, c'est compliqué. Et donc, en même temps, on a rencontré aussi un partenaire en Bourgogne-Franche-Comté, Minoterie d'Ornier, qui cherchait du tourteau. Parce qu'il en avait plus à l'époque de la guerre en Ukraine, quasi tout le tournesol bio avait été vendu en conventionnel. Et donc, il s'est rapproché de nous. Et donc, on a dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Donc, on a commencé de regarder un dossier avec l'AMI Filière, Agence de l'eau, hein, Seine-Normandie, pour construire une unité de pressage d'huile et de farine. Il est venu tout de suite la réflexion de dire, oui, mais il faut qu'on réceptionne des graines, qu'on les sèche, qu'on les trie, etc. Et donc, il y avait d'autres collectifs aussi qui existaient sur le terrain. Donc, le JE Minouroche, qui était pas loin de chez nous, et puis qui avait aussi de la place pour traiter les choses. Donc, on s'est vite rapproché pour voir tout ce qu'on pouvait faire en complémentaire. Et c'est comme ça qu'on a arrivé à monter notre filière, déjà huile aujourd'hui, graines pour eux, et puis farine demain pour nous. Donc, avec la transformation de environ, je vais donner quelques volumes, environ 1000 tonnes de graines qui ont commencé depuis juin 2024, et donc ce qui donne à peu près 350 tonnes d'huile. Donc un peu comme Yannick, hein, nous on s'était un peu focalisé sur le volume. Je ne souhaitais pas spécialement les vendre des bouteilles sur le marché. Et donc en fait, on a été plutôt sur un marché agro-industriel. Donc aujourd'hui, on a un gros client qui est un agro-industriel. Et ça nous permet de faire tourner l'outil. Et là, aujourd'hui, depuis 3-4 mois, on est sur un marché qui est un petit peu différent, qui est plutôt du gros, du conditionnement en 5 litres pour de la restauration collective, des grossistes ou des magasins. Et puis peut-être demain de la distribution, magasins spécialisés ou grande distribution. Voilà. Du coup, Philippe, au niveau de la commercialisation, c'est compliqué. C'est compliqué de dire, soit j'ai un contrat et ça y est, tout. Voilà, déjà, tu avais un contrat pour le tourteau. Donc, la fabrication de tourteau permet de payer l'outil. Donc, c'était déjà un peu sécurisant parce que c'est quand même un investissement important, même si, il faut le rappeler, il y a des aides, surtout quand on est en bio. Et donc, voilà, faire du tourteau. Mais l'idée, c'était aussi de créer des emplois et puis d'avoir de l'huile et pas de brader l'huile. Et donc, cette huile, pour arriver à la vendre, tu as fait différentes démarches, tu continues d'en faire.
c'est du temps. Oui, et puis c'est surtout un nouveau métier. C'est quelque chose qu'on connaissait pas. À la rigueur, peut-être que mes parents avaient plus l'habitude de vendre une vache à un maquignon que moi je le ferais. Donc en fait, c'est réapprendre le métier de commerce. Et donc en fait, avec des différentes personnes au bout. Quand on a un agro-industriel qui cherche du volume, quand on a une industrie de la cosmétique qui cherche de l'huile et on n'avait pas du tout pensé par exemple à ce créneau-là. Donc ça, c'est nouveau pour nous aussi. Quand on a aussi des restaurations, le marché de la restauration collective alors, on a besoin pour la loi Egalim, mais dans certains territoires, c'est pas du tout la même chose. Hein, on a été ensemble sur Paris et on voit que c'est pas la même chose sur Paris que dans nos collectivités en local. Donc en fait, aujourd'hui, on a décidé de rien mettre de côté, sauf peut-être du petit volume qu'on ne saurait pas faire et par respect de nos collègues qui ont déjà aussi des marchés en local, on ne va pas spécialement aller se placer sur ces marchés-là. Alors, en local, aujourd'hui, on essaye de déléguer une partie du dernier bout de la chaîne qui est plutôt la logistique. Donc là, on essaye de se regrouper, de se mettre sur des réseaux qui existent déjà pour faire les derniers kilomètres d'une voiture qui serait vide, en fait, d'une camionnette qui serait vide. Et donc là, ça groupe un petit peu ça coupe un peu les charges et c'est probablement une voie d'entrée dans de la restauration collective ou des restaurants ou des demandeurs qui souvent regardent plus le prix que la qualité du produit. Alors, ce que je vois dans ce que tu fais, Philippe, en fait, dans ta démarche commerciale, je vois qu'il y a beaucoup de déroulage de plot. On prend un interlocuteur qui en amène un autre, qui en amène un autre. Et ce que je vois aussi dans l'apprentissage, c'est d'apprendre à anticiper. C'est-à-dire que quand on est sur le marché, le client se présente, on cause avec lui, de toute façon, il est déjà acquis quand il vient nous parler. Là, c'est différent. Il faut avoir vraiment anticipé, connaître la concurrence et avoir l'argument de vente, parce que ce qu'attend l'acheteur, c'est un prix et surtout un argumentaire sur ce prix-là. Pourquoi ce prix? Pourquoi, si c'est plus élevé, pourquoi c'est plus élevé? Qu'est-ce qui fait la différence en termes de service ou de qualité du produit? Ça, c'est important. Et donc, ça, c'est ce qu'on ne sait plus trop faire dans le monde agricole. Analyser le marché de la concurrence et arriver à identifier là où on est différent et pouvoir mettre en évidence cette différence. Et c'est exactement ce qu'attend le client. Voilà, donc ça, je voulais le ressouligner dans la manière de faire et aussi souligner voilà, le fait que l'idée, c'est bien de dire je ne vais pas forcément tout faire moi, même si je veux être dans un circuit où je maîtrise. Si je maîtrise la qualité de mon produit brut, je maîtrise mon process, je maîtrise mon prix de vente, mais en même temps, je ne vais pas forcément faire toutes les étapes. Donc, si je peux déléguer certaines choses comme le conditionnement, la logistique, eh bien, je vais les déléguer. C'est toute une question de prix et de répartition de marge sur l'ensemble de la chaîne. Et bon, aujourd'hui, c'est identifier les interlocuteurs avec lesquels le faire. Donc, En fait, on a un gros travail qui vient d'être fait où on a remis beaucoup de choses à plat sur les taux de marge possibles en fonction des territoires, en fonction des clients, en fonction. On ne va pas du tout discuter de la même façon entre métro et une cantine collective en direct sur Paris. On ne va pas du tout discuter de la même chose quand une cantine collective nous prend 15 tonnes d'huile et qu'une autre nous en prend 200 litres par an. Mais on estime que il y a, toute personne est un client pour nous. C'est-à-dire, on n'a pas de refus de dire on ne va pas sur tel ou tel marché. Par contre, on peut, sur certains marchés, déléguer des choses parce qu'on ne pourra pas spécialement aller jusqu'au bout des choses avec la machine qu'on a mis en place. Voilà. Il y a des clients qui vont vouloir avoir le produit avec sa bouteille, son étiquette, d'autres qui vont vouloir l'étiqueter eux-mêmes, et il y en a qui vont juste le vouloir pour le transformer, l'introduire dans des préparations. Et donc, du coup, on est sur des niveaux d'exigence. Voilà, on est vraiment dans les coûts de client, on n'impose pas son produit, on s'adapte à la demande du client. Après, on élabore le prix en fonction de ça. Voilà. Et c'est vrai que vous allez souvent avec vos coûts de prod et dire moi, je ne peux pas descendre en dessous de ça, mais après, ce que le client va demander comme option va faire le prix final. Voilà. Et ce que je voulais aussi souligner quand tu dis notre politique,
c'était pas de faire de la concurrence à nos collègues par respect pour eux, pas simplement par respect pour eux, certes par respect pour eux, mais aussi parce qu'il y a une stratégie qui est aussi de pouvoir rendre service à ses collègues en faisant de la prestation de service pour eux, en disant on a intérêt à avoir des outils complémentaires les uns des autres, un peu comme dans les CUMA, de faire de l'entraide, et s'il y en a un qui sèche et que l'autre presse, c'est mieux que d'avoir tous les deux un séchoir et tous les deux une presse. C'est bien d'avoir un moulin qui va faire de la farine, d'un moulin à silène qui va débiter de la farine en grand, et puis c'est peut-être bien que quelqu'un d'autre ait une meule qui va pouvoir faire un autre type de farine. C'est peut-être bien qu'il y en ait un qui puisse stocker de l'épeautre et un autre qui puisse stocker du sarrasin. Donc l'idée, c'est de travailler dans la complémentarité, ce qui permet aussi souvent de maîtriser la qualité du produit au final, parce qu'on peut avoir des équipements qui sont performants, et qui répondent vraiment aux besoins du produit, plutôt que d'avoir 100 000 équipements qui nécessitent beaucoup de manutention, beaucoup d'entretien. Je crois que c'est un peu la stratégie que tu suis aussi avec tes partenaires. Pour citer 2 exemples, pour la farine, on s'est équipé d'équipements pour faire une farine beaucoup plus blanche. C'est-à-dire, on n'a pas pris un équipement en meule de pierre, et c'est pour aller compléter des contrats d'agriculteurs qui ont déjà des farines qui correspondent à certains critères, et ils ont une demande d'autres farines. Donc, on a plutôt pris ce créneau-là. Et l'autre chose, c'est la prestation. Oui, j'ai oublié d'en parler. Aujourd'hui, on est encore aussi, on devient aussi prestataire pour des huiliers qui ne veulent plus presser à la ferme et trouvent beaucoup plus d'avantages de venir presser chez nous. Et donc, en fait, on devient prestataire de personnes qui pourraient être vues de loin nos concurrents. Donc, on a par exemple des agriculteurs du bassin parisien qui viennent nous acheter directement de l'huile, ou qui viennent nous faire presser des graines, ou qui cherchent des graines. Par exemple, je prends l'exemple de la cameline, ils n'arrivent pas à en faire dans leur secteur, et nous, dans le collectif, on en a, par le biais, par exemple, du GIE Ménio-Roche, et on leur vend les graines. Donc, il y a pas de... C'est très, très transparent, en fait. Voilà. Voilà, donc ce que je voulais souligner, ça, encore une stratégie d'entreprise qui est je me positionne en prestataire, en complémentarité des autres ou quoi, ou alors je décide de rentrer dans la concurrence dure et brute, et survivra celui qui survivra. Voilà, donc bon, nous, Chambre d'agriculture, on va plutôt prêcher dans le premier sens. Voilà. Des questions à Philippe? Pas de levée de main? Eh bien, si Samuel est toujours en ligne, Oui, je suis là. je te vois pas, Bonjour à tous, oui. c'est caché. Eh bien, Samuel, tu es le fils de Philippe, et je crois que tu es en train de faire ton dossier d'installation. Oui. Donc, dans la ferme, aujourd'hui, il y a ton père et ta mère, Oui. et toi, tu en es salarié, Oui. et du coup, tu vas t'associer avec eux. Oui. Et alors que ton papa développe plein d'autres activités à côté, pourquoi tu te sens obligé de refaire un atelier de plus pour pouvoir t'installer, notamment du cochon? Parce que moi, je m'installe donc sur la ferme familiale, donc en bio, sur 200 hectares en culture bio. Un atelier de bovins engraissement, donc à peu près 80 bovins par an. Et puis du coup, comme je m'installe en fait sur l'exploitation et qu'il n'y a pas de reprise de ferme, comme on devient un peu plus nombreux au niveau revenu, comment dire, c'est un peu short. Donc on s'est dit pourquoi pas. On a un ancien bâtiment en fait à Bovin qui commence à vieillir, et on s'est dit pourquoi pas être volontaire pour faire une activité, pour essayer une activité ou commencer une activité porc sur paille. Et tu vas les vendre comment, tes porcs sur paille? Donc les porcs sur paille, donc on les vend, c'est à l'abattoir de Chaumont. Parce que c'est sous forme locale. Donc après, je connais pas plus les détails que ça, mais Oui, en fait,
au niveau de l'abattoir de Chaumont, tout neuf, pour ceux Oui. qui connaissent pas Chaumont, qui connaissent pas la Haute-Marne, puisqu'on a des aubois dans l'Assemblée, on a fait le constat qu'à l'ouverture de l'abattoir, on n'avait plus de cochons en Haute-Marne et que c'était bien dommage parce que eh bien, s'il fallait qu'on atteigne nos 1000 tonnes abattues par semaine, rien qu'avec des bovins, ça risquait d'être compliqué sur le marché local vu ce qui rentrait comme bovin dans l'abattoir, puisque bon, beaucoup d'abattoirs sont rattachés à des groupes alimentaires. Donc nous, comme les abattoirs départementaux, on fait principalement de l'abattage de proximité pour la consommation familiale, les boucheries locales, les grandes surfaces locales. Et forcément, le marché est limité. Donc, on s'est dit, si on n'a plus nos volumes de cochons, l'abattoir ne va pas durer longtemps. Donc, il faut qu'on ait de nouveau des cochons et qu'on redéveloppe une filière cochon. Donc, il y a eu un appel à projet qui a été lancé, principalement auprès des jeunes qui voulaient s'installer dans la ferme de leurs parents, avec un besoin de revenus complémentaires dans la ferme des parents, pour leur proposer de tester avec nous une filière de porc local nourri au lin, qui serait commercialisée auprès de la restauration collective, notamment les collèges, puisque notre département est propriétaire de son abattoir et le met en délégation de service public, et a aussi mis en place une plateforme d'approvisionnement de la Restoco, et nous réclame aussi du cochon local. Donc, du coup, c'est un peu la boucle qui est bouclée. Et il nous manquait les éleveurs. Donc, Samuel fait partie des 4 jeunes qui ont bien voulu se lancer et tester ces lots de cochons. Alors, voilà, Samuel, tu te lances dans les cochons, tu n'as jamais fait de cochon avant ça. Non, non, du tout. Et du coup, en quoi ça te rassure de le faire de cette manière-là? Parce que tu aurais pu dire, je fais des cochons, puis je fais de la vente directe. Je les découpe et puis je les vends. Sous la forme-là, en fait, c'est un peu plus rassurant parce que du coup, en fait, on n'a pas besoin de faire un atelier de transformation pour un petit volume. Au moins, comme ça, moi, c'est directement en fait livré. Donc, on est plusieurs agriculteurs, on livre directement les cochons à l'abattoir et après, c'est directement vendu, transformé. Donc, c'est déjà moins risqué, c'est déjà moins coûteux. Et alors que là, en fait, on s'adapte dans un bâtiment, donc bovin ou autre. En niveau coût, c'est très faible parce que le bâtiment, en fait, on l'aménage. Nous, on l'a aménagé nous-mêmes, mais ce que je veux dire, les coûts, c'est assez faible. Et pour le coup, oui, c'est une méthode assez, pour moi, une méthode assez bien. Et puis, tes porcelets, c'est toi qui les fais naître? Non, on les reçoit directement, du poste de naissance, entre 20 et 25 kilos, selon en fait les créneaux d'arrivage. Voilà, donc la filière, elle s'est mise en place aussi parce que il fallait trouver des porcelets, parce que l'idée, c'était pas d'avoir des naisseurs partout. Et donc, il nous fallait des volumes de porcelets, un contrat avec un fournisseur de porcelets, pour avoir aussi des garanties qu'au bout d'un certain nombre de semaines, on aurait toujours les mêmes cochons. Parce que s'agissant d'aller commercialiser avec auprès de grandes surfaces ou de la restauration collective, de passer éventuellement par un intermédiaire pour faire de la saucisserie, eh bien, il était important pour les éleveurs d'être sûr de la marge qu'ils allaient dégager, pour l'abattoir d'être sûr du prix de revient, et donc de rentrer dans une dynamique un peu de filière avec une qualité de porcelet à l'arrivée, une qualité d'aliments, donc aussi une contractualisation avec un partenaire fournisseur d'aliments. Et puis derrière, eh bien, ce qu'on va faire prochainement, parce que la filière démarre, des contrats avec les acheteurs de façon à sécuriser tous les maillons de la filière. Et quand je dis qu'on est en phase test, on est en phase test, puisque c'est les premiers lots de cochons. Il s'agit de vérifier les indices de consommation, les indices de croissance, la qualité des carcasses à l'arrivée, les coûts logistiques, parce que voilà, il faut promener les cochons entre la ferme et l'abattoir, ça a un coût. Et puis, il faut aussi que les éleveurs se testent. On a dit pas beaucoup d'investissement au démarrage parce qu'on a dit on met des petits lots de cochons pour aller dans des bâtiments existants. Si demain, pour dégager du revenu, il faut faire des lots plus importants, il faut avoir développé les débouchés. Donc, il faut être sûr que le produit plaise avant de mettre en place une multitude d'élevages ou des trop gros élevages. Donc là, une démarche qui vise à recréer une filière locale avec des gens volontaires pour construire cette filière. Est-ce qu'il y a des questions
Samuel, merci. T'es loin, hein? C'est gentil de t'être connecté. Oui, avec le décalage horaire, oui. Mais ça va. Il est quelle heure là où t'es? 5h52. Du matin? Oui, ouais, il y a 6 heures de moins. D'accord. Je vois qu'il y a un levé de main de monsieur Didier Frissard. Oui. Je ne sais pas, vous m'entendez? Une question pour Philippe. Donc, je me présente agriculteur bio dans le nord du département de l'Aube. La production des graines en quantité suffisante, le collectif arrive à produire suffisamment? C'est la première question. Et la deuxième, est-ce que la gestion d'un dossier à une filière, c'est quelque chose de compliqué? Et est-ce qu'il y a vraiment aussi un gros intérêt de demander des aides a priori au bassin Seine-Normandie, si j'ai bien compris? Il y a une question, je vais laisser répondre Gracienne et puis Aurélie. Pour la partie graines, en fait, comme c'est un collectif, on s'appuie déjà sur ce qui existe. Donc, on a une association avec un opérateur de l'alimentation animale qui est quand même notre gros client puisqu'il reprend le tourteau, 2 kilos de tourteau pour 1 litre d'huile. Et donc, en fait, on a déjà quand même pas mal de graines. Mais, par exemple, cette année, on arrive vraiment à avoir à peu près nos 1000 tonnes. On déborde pas de graines non plus. En fait, on est sur une démarche qui est un peu innovante, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un tarif marché. Le prix du tournesol aujourd'hui en bio a complètement explosé et en fait, nous, on est plutôt dans un système très, très coopératif où quand on est sur des niveaux comme aujourd'hui, on est plutôt un peu à la limite basse du marché. Par contre, on peut être nettement au-dessus d'une limite très basse du marché quand, en fait, on a un prix très stable avec une contractualisation sur plusieurs années. Voilà. Et donc, quand on n'arrive pas à avoir, il y a quand même, au global, il y a 4000 hectares en bio qui sont réunis sur le collectif, entre les graines, le tournesol, les céréales, etc. Donc, ça laisse quand même un potentiel. Voilà. Prioritairement, l'AMI filière, il est fléché sur les protections de captage. Donc, on doit avoir un volume qui est issu de ces protections de captage-là. Après, je laisserai compléter, Gracienne, mais bon, pour le montage d'un dossier AMI filière, c'est faisable, mais il faut être accompagné. Et puis, au niveau du dossier agence bio, pareil. Et je voudrais compléter déjà sur la logique de filière. Effectivement, on a la même sur la filière porc, c'est de dire on ne veut pas être soumis aux aléas du marché. Donc, c'est un prix garanti à l'éleveur de porc, c'est un prix garanti sur l'aliment, c'est un prix garanti sur le porcelet. Et derrière, on bâtit le prix et les clients, eux, ils auront aussi le même prix toute l'année. Et il faudra qu'ils acceptent que des fois le cochon soit un peu plus cher que sur le cours national, ou que des fois, mais à contrario, il sera aussi des fois un peu moins cher. C'est aussi le débat qu'on a souvent avec la Restocco, de dire, nous, on a besoin de contractualisation sur un prix, quelle que soit la période de l'année auquel on va vous livrer. On ne peut pas bâtir des projets sans un minimum de garantie. De toute façon, les banques ne vont pas nous suivre et on n'emmènera pas les agriculteurs là-dedans. Pour ce qui est de la mi-filière, effectivement, c'est des dossiers qui ne sont pas hyper sorciers à construire, mais comme l'a bien souligné Philippe, pour bénéficier des aides de l'Agence de l'eau et jusqu'alors qui étaient complétées d'aides de la région, il faut effectivement pouvoir démontrer qu'on aura un impact sur la protection de la ressource en eau, donc qu'on va intégrer dans son système une part non négligeable. Alors, je dis non négligeable parce qu'à un moment, c'était du 25%, mais ce n'est pas forcément impliqué, de volume qui va rentrer dans l'outil et qui vient de zones à enjeu haut. Alors, les 25%, comme on leur dit, ce n'est pas facile à démontrer, puis ça dépendra d'une année sur l'autre parce que forcément, on a des rotations. Donc, ce qui est vrai une année n'est pas forcément vrai l'année d'après et vous ne pourrez pas le tracer. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même une certaine souplesse. Donc, aujourd'hui, les amis filières, il y a des appels à projets 2 fois dans l'année, mais c'est aussi possible de déposer des demandes au fil de l'eau. Quand on fait des dépôts, ils donnent un avis de fond. Et puis après, ils demandent tous les compléments, c'est-à-dire qu'on peut déposer le dossier sans pour autant avoir les accords de banque ou alors avoir fait parce qu'il faut, sans forcément avoir créé la structure juridique qui portera le dossier au final.
Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez le faire en collectif et que vous n'allez pas forcer de formaliser le collectif avant d'être sûr de pouvoir avancer dans le projet parce que vous avez eu le financement, c'est ce qu'on a fait avec Ménouroche ou avec Biotop même à l'époque. Et donc en parlant de volume, la plupart de nos outils en Haute-Marne, en tout cas, ils sont aussi adossés avec des collecteurs. C'est pour ça que c'est du bio d'ailleurs dans la plupart des cas, puisque c'est souvent des collectes bio qui sont compliquées et des collecteurs de bio qui proposent à des agriculteurs de faire un peu le relais et qui pour le coup apportent des garanties de volume qui permettent de faire la prise de risque en termes d'investissement et de donner aussi des garanties que l'outil est utile auprès des agences de l'eau ou auprès de l'agence bio. Parce que ce n'est quand même pas des investissements anodins, donc derrière, il faut qu'on assure quand même qu'il y a un volume. Répondez à vos questions? Si vous parlez, monsieur, votre micro est coupé. Oui, oui, parfait, ça a répondu à ma question. Merci. Gracienne, son micro est coupé. Alors, je disais, il n'y a pas d'autres questions? Pas d'autres réactions? Donc, du coup, on a 2 minutes pour terminer. Voilà, pour tirer les conclusions de la matinée. Je vais vous le faire brièvement. J'avais préparé un petit topo. Hein. Donc, mes conclusions, c'est celle-ci. Hein. Comme on a voulu vous le montrer, il y a des opportunités. Elles sont très diverses, mais elles sont bien là. Mais une opportunité, ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi. Il y a bien des contraintes, il y a bien des règles. Et ça, on ne peut pas se dire juste il y a l'opportunité. Il faut vraiment analyser les contraintes et les règles. Il ne faut pas se foutre des œillères. Il faut regarder les problèmes en face avant de se lancer. Et donc, on va vérifier que le projet, il colle avec le projet de vie. Il colle avec vos capacités, toutes les capacités, on l'a dit, savoir-faire, investissement, débouchés. Et bien sûr, une fois qu'on a tout ça, est-ce qu'il est vraiment rentable? Est-ce qu'il va être suffisamment motivant pour qu'il s'inscrive dans la durée? Et donc, comme souvent, il y a la passion qui est là. On dit que c'est bien d'aller regarder un regard extérieur quand même. La note d'étonnement des gens à qui on parle de son projet, ça aide toujours à faire progresser. Donc, ce regard extérieur, ça peut être des professionnels, mais c'est aussi des amis. Moi, ça me fait rire. Les gens qui viennent en me disant je cherche du foncier, j'ai un projet, mais il ne faut pas que ça se sache. Eh bien, c'est dommage parce que c'est aussi à travers les étonnements des gens autour de nous qu'on fait avancer le projet, qu'on va se poser les bonnes questions, celles auxquelles on n'avait pas pensé, et qu'on va chercher les réponses. Voilà, puis bien en parlant aussi et en concertant, eh bien on arrive à rencontrer des gens intéressants, des gens qui peuvent devenir des partenaires, qui peuvent être utiles à la fois en savoir-faire, en investissement, en accompagnement, en recherche de débouchés. Voilà grosso modo mes conclusions. Du coup, Patricia, Oui, Gracienne. que fait-on? Eh bien, C'est- s'il n'y a pas d'autres questions, donc comme je l'ai précisé, vous recevrez le webinaire en replay et la présentation. Et puis, les conseillers, voilà, qui ont fait différentes présentations, on remettra, leurs coordonnées si vous avez des questions, par la suite, par rapport à cette thématique ou autre chose, pour qu'ils puissent, répondre à vos questions. Donc si on a fait le tour, je propose de Alors, terminer ce webinaire. j'ai un mot de la fin. On l'a dit en Mot de la boutade fin. hier avec Aurélie, elle ne m'a pas préparé la diapo. On voulait vous souhaiter des joyeuses fêtes et vous rappeler que, puisque c'est un webinaire sur un peu les circuits courts quand même aussi, eh bien qu'il y a des magasins de produits de terroir dans l'Aube et dans la Haute-Marne, des boutiques éphémères. Pensez à les visiter pour faire vos cadeaux de Noël. Voilà. Merci, Gracienne. Merci Et puis beaucoup. Merci beaucoup. à nos témoins. Au revoir. Merci à nos merci. témoins. C'était sympa. Au revoir. Merci.